Alors, mon objectif dans cette présentation est de vous aider à réaliser votre meilleure performance le 18 mai et, je l'espère, à réussir votre qualification pour les championnats du monde en Australie en octobre prochain. Commençons par parler de ce qu'il faut faire pour se qualifier. Pour cela, on va tout simplement regarder ce qui s'est passé lors de cette même épreuve en 2023. J'ai les chiffres pour 23. Donc voici les temps d'arrivée et les vitesses moyennes de la dernière personne à se qualifier dans chaque catégorie du grand fondo. La règle veut que les premiers 25% soient qualifiés. Ainsi, en fonction de votre âge, en 2023, vous deviez atteindre une vitesse moyenne comprise entre 29 et 32,7 km par heure pour vous qualifier. Compte tenu du dénivelé du parcours, il s'agit d'un niveau relativement élevé. Donc, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'il en soit autrement en 2025. Je pense peut-être même légèrement plus rapide parce qu'il y a un peu moins de dénivelé quand même. Voici les mêmes données pour le Medio Fondo, qui est pour les hommes de 60 ans et plus et pour toutes les femmes. Donc, je ne vais pas commenter ces vitesses moyennes en détail, si ce n'est pour dire qu'il s'agit là aussi d'un niveau assez élevé. N'oubliez pas, par contre, que la vitesse moyenne, pour ceux qui font beaucoup de montagnes, c'est évident, mais n'oubliez pas que la vitesse moyenne est calculée sur un parcours avec beaucoup de dénivelé. Donc, vous ne pouvez pas le comparer à votre vitesse moyenne sur un parcours plat ou roulant. Il faut surtout comparer les choses qui sont comparables. Donc, voilà ce qu'il faut atteindre pour pouvoir se qualifier, à peu près, hein. Ça donne une indication. Voici les deux parcours pour cette année. Ils ont été renouvelés depuis l'année dernière et cette année, ils ont un peu moins de dénivelé. Le Grand Fondo a maintenant 8 montées courtes et 2 plus longues, mais qui sont en faux plat. Le Medio Fondo a 7 montées courtes et 2 plus longues, mais aussi, enfin c'est les deux mêmes d'ailleurs, aussi en faux plat. La montée la plus dure sur les deux parcours, c'est la troisième, qui monte vers le haut du taux, qui comprend 5 km à 8%. Donc, bon, c'est pas grand-chose par rapport à un grand fond d'eau dans les Alpes, mais 5 km à 8%, c'est quand même pas rien. Alors, les deux parcours sont identiques jusqu'au kilomètre 59,5, où ils divergent à ce point-là. Les deux départs ne sont séparés que de 15 minutes, donc on peut s'attendre à ce que les coureurs les plus rapides de la Medio Fondo, qui partent à 7h45, vont probablement rattraper assez rapidement les coureurs les plus lents de la Grand Fondo. Bon, j'espère que ça ne vous concerne pas qui souhaitent vous qualifier parce que si ça vous concerne, il y a un problème. Comme la plupart des montées sont courtes, tous ceux qui veulent se qualifier les monteront en moins de 15 minutes à peu près, hein. Feront bien sûr beaucoup d'efforts en I4 ou même en I5. Donc ça va être une journée intense. Pour se qualifier sur ce parcours, il y a deux qualités essentielles. D'abord, savoir rouler en peloton, même dans les montées, quand les pentes sont souvent inférieures à 5%. Et s'alimenter pour les efforts importants en I4 et I5. Si on ne sait pas s'alimenter, ça ira pour les 2 premières heures, mais après, on va être cuit. On ne pourrait plus. Et avant d'entrer dans les détails, prenons quelques minutes pour parler de l'affûtage. Il y a quelques 12 jours qui restent avant l'épreuve. Euh, D'après moi, vous devrez continuer à vous entraîner normalement jusqu'à environ 5 à 10 jours avant. Je donne là une fourchette assez large, car le problème de l'affûtage, c'est que c'est très individuel. Et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Hein. La réduction progressive du volume doit être plus longue si vous êtes plus âgé, moins en forme, moins fort ou si vous récupérez lentement, et plus courte dans les cas contraires. En cas de doute, je pense qu'il vaut mieux être prudent et arrêter plus tôt. Parce que vous n'allez pas gagner grand-chose en essayant de vous entraîner fort juste une semaine avant l'épreuve. Par contre, vous pouvez perdre pas mal parce que vous allez être trop fatigué.
Donc le risque est plutôt de trop faire que ne pas en assez. Donc n'oubliez pas que l'objectif de la réduction progressive est surtout d'éliminer la fatigue sans perdre la forme. C'est pour ça qu'on ne s'arrête pas complètement, mais on s'arrête assez pour perdre la fatigue. En cas de doute, il vaut mieux diminuer plus tôt. Donc voilà. Et puis ma suggestion générale est de réduire le volume d'entraînement d'au moins 50% au cours des derniers jours, mais de maintenir une certaine intensité quand même, surtout si vous êtes plus jeune. Euh, Encore une fois, il s'agit d'une démarche très individuelle et en particulier pour les coureurs très forts, un affûtage minimum peut s'avérer bénéfique. Personnellement, j'ai plus de 60 ans. J'ai appris qu'avec l'âge, il est préférable que j'élimine la fatigue. Alors, passons maintenant à le surcharge en glucides juste avant l'épreuve. Un petit surcharge sur les J-3 et les J-2 avant le départ est utile afin que vos réserves de glycogène soient vraiment pleines dans les jambes. C'est pas la peine d'être obsessionnel là-dessus. Il suffit de manger une portion supplémentaire de glucides par repas le jeudi et le vendredi avant l'épreuve qui est le dimanche, puis de manger normalement le samedi. N'oubliez pas de compenser les calories supplémentaires dans les glucides en mangeant moins de graisse ces 2 jours-là, c'est-à-dire en réduisant votre consommation de beurre, d'huile, de fromage, des viandes grasses, etc. Si vous mangez beaucoup de pâtes, n'y allez pas trop fort avec l'huile d'olive et le parmesan, par exemple. Vous pouvez encore prendre un peu de poids avec cette approche, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il s'agit essentiellement d'eau stockée avec le glycogène. Et la magie, c'est que cette eau sera libérée au cours de l'épreuve. Lorsque vous brûlez ou vous oxydez le glycogène, bah, ça libère de l'eau qui est libérée dans votre corps et c'est disponible pour transpirer, etc. Donc c'est de l'eau utile. C'est du poids utile en quelque sorte. Alors maintenant, je vais vous faire une analyse du départ et de la première partie du parcours. Elle est tout de suite en montée. Vous avez donc besoin d'un très bon échauffement pour être prêt pour le départ. Je propose que vous faites au moins 15, sinon 20 minutes d'échauffement et que vous incluez quelques efforts courts et intenses pour augmenter votre rythme cardiaque avant d'entrer dans le sas. Il est quand même très avantageux de partir à l'avant. Donc, mettez-vous tôt dans le sas et après, le problème, c'est qu'il va faire froid. Donc, tenez-vous au chaud. Alors, ça peut être compliqué, surtout si vous n'avez pas d'accompagnateur, parce qu'évidemment, vous ne voulez pas partir avec des vêtements chauds pour la course. Ça n'ira pas. Et puis, vous ne pouvez pas juste les jeter non plus. Donc, si vous n'avez pas d'accompagnateur, l'astuce, c'est d'utiliser des sacs poubelles, carrément s'habiller en sac poubelle et jetez-les à la dernière minute. Préparez-vous mentalement à un effort important et enfin, buvez et prenez un gel juste 2 minutes avant le départ. C'est pas une bonne idée de le prendre 15 ou 20 minutes avant parce que ça crée une poussée euh, d'insuline, etc. Et ça, c'est pas bon. Prenez-le juste avant le départ. Comme ça, vous allez l'oxyder tout de suite avec l'effort. Alors, le départ sera évidemment très dur car il s'agit d'une montée de 1,8 km à 4% et tout le monde va vouloir franchir la première montée dans le groupe de tête. Donc, ça va être vraiment une course à la folie, quoi. Donc, choisissez une roue costaude et essayez de la suivre. Une fois la montée passée, vous aurez une descente de 9 km pour récupérer. Donc, ça vaut la peine de faire un gros effort sur ce départ. Il y a un virage à gauche après environ 1,3 km, donc juste avant le sommet qui était 1,8. Vous le voyez sur la photo là, mais il est large, ce virage, et la route continue à monter vers le col un peu plus loin.
La route sera certainement fermée à cet endroit. Alors prenez l'intérieur de ce virage et comme ça, vous coupez un peu. Pour vous mettre dans le bain, voici le départ d'un cyclo comparable à la Grand Fond de Vosges. On va voir comment ça se passe. C'est juste quelques secondes de vidéo. Donc évidemment, ça démarre lentement parce que tout le monde se clipse. Et ensuite, quelques secondes plus tard, boum, ça part. Et tout le monde essaie de se faufiler. Il y a des gens qui gênent. Bon, voilà, j'essaie de trouver un trou. Ce gars-là, il me gêne bien. Voilà, j'arrive à passer à droite. Et il y en a qui... Et là, tout de suite, c'était quelques centaines de mètres plus tard, on est sur une montée très similaire à la montée que vous allez avoir sur le Grand Fond de Vosges. Donc là, vous voyez qu'il y a des gens qui montent très, très vite. Moi, j'étais en I5, carrément. Donc, je voulais pas aller en I6 pour des raisons évidentes. Donc, je pouvais pas tenir la roue des gens qui passent très, très vite à droite et à gauche. Est-ce qu'ils roulaient trop fort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils roulaient trop fort pour moi. Donc, on essaie de trouver un roue. C'est pas toujours facile parce que, bon, on voit pas encore à quelle vitesse les gens roulent. Mais dans la mesure du possible, mettez-vous dans les roues de quelqu'un qui roule juste un petit peu plus fort que vous. Comme ça, vous pouvez rester avec lui. Alors, ensuite, il y a 9 km de descente du col. Il s'agit d'une descente très rapide sur une route qui est droite et assez large. Donc, c'est pas trop dangereux. Il y a 9 km en moyenne de moins 3,5%. Donc, c'est quand même un peu plus qu'un faux plat. Il n'y a pratiquement qu'un seul virage qui est facile. Donc, il faut rester vigilant en raison de la vitesse élevée surtout. De nombreuses personnes descendront de manière très, très agressive. Donc, voilà, il faut faire attention et rester en ligne droite, quoi. Ne pas faire des écarts et faire très attention à des coureurs autour de vous. La fin de cette descente est potentiellement dangereuse avec un virage serré à droite dans une zone résidentielle. Tout le monde devra ralentir, ce qui entraînera des embouteillages et un risque de mauvaise appréciation du freinage. Donc faites gaffe. Ça dépend avec qui vous avez la chance de rouler à ce moment-là. Mais faites gaffe à l'approche de ce virage en angle droit. Il faut se placer du côté droit de la route pour prendre le virage à l'intérieur. Donc voici à quoi ressemble le virage sur Google Earth. Euh, donc vous tournez à droite là. La descente se poursuit après sur une centaine de mètres avant un tout petit replat et puis la prochaine montée. La deuxième montée donc commence après environ 200 mètres. Et vous devez essayer de conserver le plus de vitesse possible dans ce virage à droite et puis accélérer à une cadence élevée pour atteindre le bas de la descente en vitesse et continuer sur votre lancée dans la première partie de l'ascension, idéalement. Bon, ça dépend de qui est autour de vous, si c'est possible, mais ça, c'est l'idéal. Si vous êtes devant un petit groupe, c'est parfait. Voici à quoi ressemble le début de cette deuxième montée. Donc, c'est juste 200 ou 300 mètres après le virage que je viens de vous montrer. Donc, cette montée-là fait 5,4 km à 4%, juste au-dessus de 4%. Il sera donc utile de s'accrocher à une roue forte devant vous, un bon coureur devant vous. Le sommet de la montée se trouve au col de la Croix des Moines. Plutôt que de ralentir comme font la plupart des gens, essayez d'accélérer au col pour gagner quelques places et être en bonne position pour la descente. Voici le sommet, c'est ça exactement. Le parcours va à droite sur la route principale, donc ça vire, c'est pas le virage tout droit là, c'est le virage enfin, tout droit un petit peu à droite, si vous voyez ce que je veux dire. La descente est pour l'essentiel encore en ligne droite, avec une pente qui varie aux alentours de moins 7%. Donc vous allez arriver très vite à ce virage que j'indique là, au point kilométrique 23,8, donc presque 24. Voici à quoi elle ressemble. Donc c'est pas hyper dangereux, mais vous arriverez très vite. Donc attention si ça bouchonne, si les gens freinent trop brutalement, etc. Attention, attention.
C'est suivi très rapidement par un autre virage en angle droit qui tourne à gauche. Après la descente, 2,5 km de plat en traversant le village de Vanier, puis à droite sur un rond-point. Je vais vous montrer le rond-point dans un instant. Mais pendant qu'on est sur la carte, attention, il y a une petite erreur que j'ai vue sur le tracé GPX euh, que j'ai pris sur le site de l'épreuve. À kilomètre 28,8. Il faut, vous voyez là sur l'écran, j'espère, il faut virer à gauche et ne pas aller tout droit pour faire demi-tour. Donc, je vais évidemment signaler ça à l'organisateur, mais si vous avez déjà téléchargé ce GPX, il faut le corriger. Donc, voici le rond-point qui arrive à l'intérieur du village. Prenez l'intérieur, virez bien à droite, donc, et mettez-vous dans les roues pour les 3 kilomètres suivants, qui sont en faux plat avant la montée de 5 km à 8% dont j'ai parlé, pour lequel il vaut mieux être bien placé. Il vaut mieux commencer ça à l'avant. Donc, je vais arrêter l'analyse de l'itinéraire ici, mais si vous voulez vraiment vous qualifier, je vous conseille de continuer l'analyse vous-même et essayer d'identifier chaque goulot d'étranglement ou autre endroit où vous devez être à l'avant du groupe. Donc, utiliser Google Earth, c'est vraiment, bon, idéalement, elle est sur place, évidemment, mais sinon, utilisez Google Earth et puis comme ça, vous faites votre propre analyse du parcours, suivant ce que je viens de vous montrer. Alors, parlons maintenant du problème de l'allure. J'aime beaucoup cette citation de Matt Fitzgerald. Bien réguler l'allure est l'art de trouver sa limite. C'est exactement ça, en fait. Pour adopter la bonne allure, il faut constamment se poser la question. Puis-je maintenir ce niveau d'effort sur la distance restante? Ou encore, est-ce que je vais un peu trop vite, à peu près bien ou un peu trop lentement? Et il faut ajuster donc constamment en fonction de ses ressentis et son évaluation. Alors, encore une fois, la plupart des montées sur ce parcours sont assez courtes, donc vous allez les faire à intensité I4, voire même I5. Donc, c'est pas une intensité qui est soutenable très longtemps. Donc, il faut vraiment bien évaluer ça, bien juger. J'ai parlé de calibrer votre allure pour qu'il soit aussi proche que possible de votre limite, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Comment l'évaluer? Une autre citation que j'adore, c'est celui d'Alan Couzens. Votre allure de course est basée sur des preuves et pas sur des espoirs. Euh, il est important à noter que cette évaluation aussi est sujette à des erreurs, même si vous le faites vraiment de manière très, très, très soigneusement, à cause du fait que le jour de la course, vous avez plein d'adrénaline, vous allez être excité, et il y aura d'autres cyclistes qui vont vous doubler. Donc, ça va vous donner envie de rouler plus vite. Mais attention, les miracles ne surviennent pas très souvent et il est très peu probable que vous soyez beaucoup plus fort dans les Vosges que vous ne l'étiez à l'entraînement ou lors d'autres événements récents, hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on parle de preuve et pas d'espoir. Voyons donc maintenant comment vous pouvez utiliser vos propres données pour créer un plan d'allure pour vous-même. La meilleure preuve provient de votre capteur de puissance, hein, si vous en avez, en se posant quand même qu'il soit toujours bien calibré et que les données soient exactes. C'est bon. Sinon, si vous n'êtes pas sur des données fiables, ça sert à rien. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, vous allez devoir vous fier à vos sensations. Donc c'est comme ça. Alors, comment utiliser le capteur de puissance? Ben, vous devriez pouvoir sortir votre courbe de puissance durée, qui est tout simplement la courbe de vos meilleurs temps, vos meilleures puissances par durée sur toutes les données qui sont dans la machine. Donc ça, c'est une courbe qui est sortie d'un logiciel de traitement des données qui s'appelle Golden Cheetah. Ça existe aussi sur Training Peaks, ça existe sur Strava même, en fait. Mais dans l'exemple, donc, d'après mes propres données,
Mais mon meilleur 5 minutes au moment, c'est il y a quelques années maintenant, était à 341 watts pour 5 minutes. Alors, je sais que lorsque j'ai fait cela, j'ai complètement vidé le réservoir. Donc, je sais aussi qu'il serait bête d'essayer de faire une montée de 5 minutes en course à une puissance proche de celle-ci. Et que je devrais probablement viser 20 ou 30 minutes, 20 ou 30 watts en dessous des 340. Le choix de la puissance inférieure, par contre, est une question d'expérience, de jugement et bien sûr de capacité actuelle. Donc, il n'y a pas de règle simple à appliquer. Si vous faites la même analyse pour vous-même, vous pouvez établir des objectifs pour chaque ascension. Vous obtiendrez alors le meilleur résultat en réalisant chaque ascension à la puissance la plus élevée possible, tout en prenant la roue d'un costaud. Enfin, voilà, donc c'est les deux choses. Je roule le plus vite possible et je profite de l'aspiration. Ça, c'est l'idéal, hein. Pas toujours facile à réaliser, mais c'est l'idéal, ce qu'on vise. Alors, voici quelques conseils supplémentaires pour les montées. Si votre compteur de vélo vous indique la distance jusqu'au sommet et le pourcentage moyen, cela peut vraiment vous aider à doser votre effort dans une montée pour rester dans le groupe. Par exemple, dans une montée de 5 à 10 minutes, si vous savez que vous êtes près du sommet, vous pouvez mettre un peu 10-5 dans les deux dernières minutes. Donc vraiment pousser fort les deux dernières minutes. Mais si vous vous trompez et qu'il s'agit d'un faux sommet avec en réalité 4 minutes de plus ou 5 minutes de plus jusqu'au vrai sommet, vous perdrez beaucoup de temps parce que vous allez être obligé de vous ralentir bien avant le sommet et à récupérer, voilà, vous étiez encore loin. Deuxième conseil pour les montées, essayez de démarrer les montées près de la tête du groupe. Cela vous permet de grimper un peu moins fort et vous laisser glisser un peu sans perdre le groupe. Parce que, évidemment, le but du jeu, c'est de rester avec ce groupe pour la descente et le plat qui suit. Donc, essayez de démarrer devant et de glisser un petit peu au cours de la montée, mais ne pas les perdre sur la montée. L'allure dans la plupart des montées sera suffisamment rapide pour que vous puissiez profiter de l'aspiration. Donc, alors, n'hésitez pas. Enfin, observez les autres membres de votre groupe, observez les coureurs autour de vous. Si vous êtes à votre maximum et vous êtes sur le point d'être lâché, alors que le reste du groupe semble OK, bon, il est probable que vous ne résisterez plus longtemps. Ne vous tuez pas pour rester avec eux, parce que le groupe suivant sera pas très loin derrière. Euh, il sera un tout petit peu plus lent, mais pas beaucoup. Donc, gardez votre énergie pour rester avec le groupe juste derrière plutôt que de tout vider pour rester avec un groupe que vous allez certainement perdre dans la demi-heure qui suit. Si par contre vous grimpez au milieu du groupe et que vous travaillez dur, c'est dur, mais tous les autres ont l'air de travailler dur aussi et tout le monde a l'air de souffrir autant que vous, alors c'est probablement le bon groupe. Et il va probablement ralentir car tous les autres se fatiguent à un rythme, enfin, fatiguez tous à un rythme similaire. Donc à ce moment-là, faites des efforts pour rester dans ce groupe. Donc vous voyez, c'est vraiment une question d'observation et de jugement, en fait. Est-ce que je peux rester avec ces gens ou pas? Si vous pouvez, bah, faites l'effort. Si vous ne pouvez pas, il vaut mieux renoncer et prendre le groupe suivant. Alors, on vient au besoin de rouler en peloton. Bon, on a déjà parlé un peu. Et pour se qualifier, il est vraiment essentiel d'être confiant et expérimenté en peloton. Donc, si vous n'avez pas ou peu d'expérience de peloton, le Grand Fond de Vosges n'est pas vraiment l'endroit pour apprendre. Je vais supposer que vous avez déjà un bon niveau et donc je ne passerai pas du temps à parler des bases pour savoir comment rouler d'un niveau. Moins vous êtes à l'aise à rouler très vite et très près de la roue du coureur devant, plus vous devez faire d'efforts et plus vite vous serez lâché. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Le premier point est de trouver un groupe un peu plus fort que vous, mais pas tellement fort qu'ils vont vous lâcher. Le reste est une question de positionnement.
où se situer dans le groupe et surtout quand passer devant. Parce que vous pouvez pas rester à sucer les roues du début jusqu'à la fin. Ça fonctionne pas. Il faut quand même, c'est pas juste, vous allez vous faire gueuler dessus, mais aussi, c'est même pas intelligent parce qu'à l'arrière, vous souffrez de l'effet concertino en permanence. Donc, vous risquez de vous allez de toutes les façons vous faire lâcher. Donc, le groupe se passe les relais, participez. C'est souvent plus facile d'essayer de rester dans les roues euh, euh, que d'essayer de rester dans les roues en arrière, en fait. Et cela permet au groupe d'avancer beaucoup plus vite. Donc, passer devant, c'est pour un effort de 15 secondes, 20 secondes maximum. Il ne faut pas rester plus longtemps que ça, hein. C'est 15-20 secondes. Et ensuite, vous serez de nouveau dans un groupe parce que le coureur derrière va passer devant. Alors, ce que j'ai mis sur l'écran, là, pour moins de 10 coureurs, il faut tourner un tour de rôle. Et pour plus de 10 coureurs, il faut rester autour de la cinquième place et puis tourner dans les cinq, six premiers. Souvent, c'est ça qui se passe. Lorsqu'il y a beaucoup de monde, c'est les 5 ou 6 ou maximum 10 premiers qui tournent. Alors, il vaut mieux être dedans. Hein. Ensuite, faites un réel effort pour aller à la tête du peloton avant les intersections serrées, parce que là, il y a un effet de concertina. On doit se ralentir pour prendre l'intersection, pour virer, et tout de suite après, on accélère. Donc, ça fait un effet de concertina où on peut très facilement être lâché. Donc, plus on est devant, plus on est à la tête, à ce moment-là, mieux on se porte. C'est beaucoup moins fatigant, parce que on n'a pas de sprint à faire pour rejoindre le groupe. La même chose s'applique au début des montées. Là, le problème, c'est que le groupe a tendance à ralentir à cause de la montée et se repent sur toute la largeur de la route. Donc, ça bloque si vous êtes derrière. Donc, vous êtes obligé de freiner bêtement. Donc, si vous êtes, encore une fois, à l'avant du petit groupe, vous n'aurez pas ce problème. Vous ralentirez normalement. Et puis, s'il y a un problème, c'est derrière vous, vous vous en foutez. Et puis, tout autre goulot d'étranglement, il peut y avoir des endroits où la route se serre, etc. Passons maintenant aux problématiques de l'alimentation, nutrition, hydratation. Le fait de bien ou mal s'y prendre a un impact considérable sur vos performances. Il est important de comprendre que le grand fondu va vous coûter à peu près 4000 calories supplémentaires, en plus des quelques 2000 dont vous avez besoin pour rester en vie. À part, à part les femmes, c'est un peu moins. Mais ça, c'est le chiffre pour les hommes, 2000. Alors, il est impossible de consommer autant de calories pendant l'épreuve. Enfin, quasi impossible, à moins que vous vous êtes vraiment, vraiment, vraiment entraîné pour. C'est parce qu'un gel ou une barre, ça contient moins de 150 calories. Donc, vous faites le calcul, ça revient à 33 ou plus. Donc, ça marche pas. Donc, comme j'ai déjà mentionné, la première chose à faire est de commencer avec un réservoir plein. Manger plein de glucides dans la semaine, des pâtes, du riz, des pommes de terre, etc. Manger énormément la veille en limitant les fibres et manger un petit déjeuner fort en glucides 3 heures avant le départ. En particulier si votre digestion est lente, réglez votre alarme, votre réveil, pardon, à 4 heures du matin. Mangez quelque chose de facile à digérer, puis rendormez-vous si vous pouvez. À ce stade, l'alimentation est plus importante que le sommeil. Donc, euh, même si vous redormez pas, c'est pas très grave. C'est plus important d'avoir mangé. Alors, le moment où vous pouvez manger et boire pendant la course dépend davantage du moment où vous pouvez que d'un schéma préétabli. Soyez très prudent lorsque vous roulez vite au sein d'un groupe. Si vous n'êtes pas totalement sûr de pouvoir prendre et remplacer votre bidon sans regarder en bas, vous ne devrez même pas l'envisager. Honnêtement, parce que c'est trop dangereux. Donc, en résumé, chaque fois que vous avez l'occasion de boire,
profitez-en. Donc, depuis le départ, à chaque fois possible, on devrait viser 60 à 90 grammes par heure et ça revient, puisque un bidon ou un gel vaut à peu près 30 grammes, j'ai parlé en calories tout à l'heure, là je fais en grammes, ça veut dire 2 à 3 items par heure. Alors, à savoir ou à constater, il est beaucoup plus difficile de manger et boire lorsqu'on roule à I5, lorsqu'on est vraiment à la limite, qu'à I3. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'effet de course qui détermine quand est-ce que vous pouvez manger ou boire. Si vous essayez de manger lorsque vous roulez vraiment très fort, vous risquez soit de perdre le roue avant, soit de carrément l'aspirer. Au lieu de l'avaler, vous allez l'aspirer, ça va tomber dans les poumons. Hein. C'est de l'expérience qui parle, ce qui n'est pas terrible. Donc, choisissez donc le moment où l'allure se relâche un petit peu, mais n'attendez pas trop longtemps parce que il faut quand même consommer ces 2 à 3 items par heure. Donc, préparez les choses en avance, préférez les gels aux barres énergétiques ou à toute autre chose solide. Si vous avez que des barres, bah, ouvrez-le lorsque vous êtes dans le sas de départ. Ça, c'est quelque chose que vous devrez faire d'ores et déjà. Avant le départ, ouvrez toutes les emballages pour être sûr que vous pouvez les manger facilement. Voilà, déballez les barres. Alors, quel ravito? Moi, je dirais de préférence aucun. De préférence, ne vous arrêtez pas. Mais si vous devez absolument vous arrêter, voici les points de ravitaillement officiels sur ce parcours. Euh, pour, attendez, ça c'est pas le bon, excusez-moi, ça c'est de l'année dernière. Voilà, quel ravito de cette année? Donc le premier, pour les deux parcours, il y en a un premier à 35 km. Sur le haut de cette première montée de 5 km à 8%, auquel franchement je ne vous conseille pas de vous arrêter. Vous devriez avoir aucune raison de vous arrêter à ce point-là et vous allez simplement perdre 2, 3, voire 5 minutes inutilement. Si votre objectif est de vous qualifier, vous devrez essayer d'éviter de vous arrêter du début jusqu'à la fin. Ou éventuellement, si vous êtes obligé de vous arrêter pour prendre de l'eau, par exemple, vous vous arrêtez très brièvement juste pour prendre de l'eau. À la limite, si vous voyez une fontaine au bord de la route, euh, arrêtez-vous là parce que ça risque d'être plus rapide que le ravito officiel. Euh, Sinon, bon, l'idéal est évidemment d'avoir un assistant au poste de ravitaillement qui puisse vous passer les bidons. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir un assistant au bord de la route ailleurs qu'au poste de ravitaillement. Hein. Vérifiez le règlement, mais je crois que c'est ça. Mais vous pouvez très bien avoir un assistant au poste de ravito qui peut donc vous passer un bidon. Si vous n'en avez pas, bon, ben, débrouillez-vous. Je ne peux pas dire autrement. Mais idéalement, ne vous arrêtez pas. Je vais finir avec quelques astuces pour aller plus vite. Le premier et le plus évident est d'avoir un vélo en parfait état. Et je dis que c'est très évident, mais c'est étonnant le nombre de fois qu'on voit des problèmes au bord de la route dans les cyclos et les grands fonds d'eau. Il serait vraiment trop bête d'avoir une crevaison qui soit évitable parce que vous avez un pneu qui est un peu usé ou un problème mécanique parce que vous n'avez pas pris le temps de bien vérifier votre vélo. Si vous n'avez pas la compétence pour le faire vous-même, ben, amenez-le chez votre vélociste. Dites-lui que vous allez faire une course et puis il passe 10 minutes, un quart d'heure à vérifier et tout est bon, quoi. Alors, le deuxième astuce consiste à être aussi efficace que possible pendant les montées et ne pas perdre de l'énergie inutilement dans les montées. L'astuce ici est de garder le haut du corps immobile et détendu et à concentrer toute son énergie sur les jambes. Essayez de garder un coup de pédale souple et fluide. Lorsque les pentes est plus raide, au-dessus de 8%, disons, baissez plus vos talons, vraiment poussez fort sur les talons et verrouillez vos chevilles pour mieux transmettre la puissance. Euh,
il est important de se mettre en danseuse fréquemment. Je dirais surtout sur cette montée de 5 km à 8%. Je dirais toutes les 500 ou 600 ou 700 mètres maximum, je me mettrai en danseuse pour 100 mètres. Hein, surtout dans les sections les plus raides ou si vous perdez la roue. Cela modifie, pourquoi? C'est parce que cela modifie les schémas de recrutement des muscles et ça aide à lutter contre la fatigue. En fait, vous utilisez vos muscles un peu différemment. Donc, en danseuse, vous balancez le vélo à droite et à gauche parce que ça aide le pied qui monte à passer au-dessus. Troisièmement, il m'étonne toujours de constater le nombre de personnes qui ne pédalent pas dans les descentes. C'est tellement, pour moi, c'est tellement facile d'aller un peu plus vite comme ça. Vous devriez pédaler dans les descentes chaque fois que vous pouvez le faire en sécurité. Bon, évidemment, si vous êtes déjà à la limite de la vitesse dangereuse, vous n'allez pas en ajouter. Ou si vous approchez un virage, bon, ça c'est évident. Mais pour très peu d'énergie, vous obtenez une vitesse supplémentaire presque gratuite, et en ligne droite en tout cas, et vous faites circuler mieux votre sang dans les jambes en plus pour éviter de vous enraidir et peut-être de provoquer des crampes lors de la prochaine montée. Donc, même si vous appuyez pas sur les pédales, tournez les jambes parce que ça évite, enfin, ça réduit la probabilité d'avoir des crampes. Le point 4 est de ne pas perdre de temps à cause de vos vêtements, ce qui peut être un véritable défi, surtout si le départ, s'il fait très froid au départ et que le temps se réchauffe par la suite. Tout d'abord, évitez autant que possible d'avoir enlevé quoi que ce soit. Partez avec le minimum possible. Bon, cela dépend évidemment des conditions météorologiques et votre capacité à résister au froid ou à la pluie. Mais en général, le meilleur choix est de partir, s'il fait un peu froid, le meilleur choix est de partir avec un gilet et des manchettes plutôt qu'une veste. Bien que cela ne puisse pas suffire s'il fait vraiment froid et humide, dans ce cas-là, bon, il faut faire autrement. Mais si vous devez enlever quelque chose, s'il vous plaît, la sécurité d'abord. N'enlevez pas votre veste en roulant, enlevez votre veste en roulant que dans un contexte sûr et si vous êtes absolument certain de pouvoir le faire sans dévier de la ligne droite. J'ai vu des accidents comme ça et j'ai vu beaucoup de proches accidents comme ça. Donc vraiment faites attention à vous-même, mais aussi aux autres. Si vous voyez quelqu'un qui commence à enlever un veste qui n'est pas très stable sur son vélo, bah, écartez-vous bien. Alors, l'avantage d'un gilet et des manchettes est que vous pouvez très facilement vous adapter à une température trop élevée en ouvrant le gilet et en baissant les manchettes. Et comme ça, vous restez, vous n'avez pas à les enlever en fait. Vous les baissez juste, comme ça, vous gardez une main sur les guidons et c'est beaucoup moins dangereux. Alors, si vous avez la compétence pour, si vous êtes vraiment à l'aise de le faire, tant mieux. Si vous n'êtes pas, faites attention. Alors, enfin, ça va avec ce que j'ai dit sur les ravitaux. Euh, à chaque moment que vous êtes à l'arrêt, vous perdez évidemment ce temps-là sur les concurrents. Donc, minimisez vos arrêts ou de préférence, ne vous arrêtez pas du tout du début jusqu'à la fin du parcours. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté et j'espère que vous avez trouvé cela utile. Si vous souhaitez d'autres conseils, consultez la chaîne Alpine Course sur YouTube parce que j'ai pas mal de vidéos là qui traitent de différents aspects de la course. Je vous souhaite bonne chance, restez prudents et faites bonne course le 18 mai.